Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal. Ce soir, notre invité, Roland Valère, qui réclame justice pour récupérer son terrain. Depuis 15 ans, l'affaire a multiples rebondissements avec une demande d'acte d'audition. 11 personnes seront auditionnées, dont Bernard Lama et peut-être Nicolas Sarkozy. On en parle bien sûr avec notre invité ce soir, Roland Valère, et l'invité du journal. A tout de suite. Colère et énervement. Aujourd'hui, les élèves de l'école Zéphyr et Mariette Bernude ont dû rester à la maison. Les parents sont mécontents. La réouverture de ces établissements maternels et élémentaires a été reportée. En cause, le caractère défectueux des dalles du bâtiment principal. L'origine de cette fermeture tient à finalement une expertise technique sur des locaux où il y a un risque finalement qui peut être dangereux pour les élèves, dangereux pour les enseignants. Et donc en concertation avec la mairie, nous avons fait remonter ce risque-là et la mairie a décidé de fermer l'école et donc de prendre des mesures d'ajustement. Au total, ce sont environ 600 écoliers qui n'ont pas cours. Plusieurs solutions alternatives sont à l'étude pour permettre aux écoliers de retourner travailler dans des conditions de sécurité optimales. Nous sommes donc depuis jeudi en concertation avec l'équipe municipale de façon à voir de quelle manière on peut organiser la scolarité des élèves. Donc il y a la maternelle et l'école primaire avec des mobilhomes et donc on est en train de travailler là-dessus. C'est pour ça que ce matin nous avions déjà réuni tous les enseignants pour leur expliquer un petit peu les modalités qu'on allait mettre en place cette semaine. Les contraintes, c'est les contraintes de livraison des mobilhomes. En Guyane, on n'a pas 50 mobilhomes disponibles. Donc d'après les informations que nous avons, nous aurions 4 mobilhomes disponibles pour l'instant. D'autres sont en commande. Donc dès la livraison de ces mobilhomes, on va pouvoir mettre en place nos écoles tout de suite. Selon la mairie, les élèves de l'école élémentaire de Zéphyr reprendront les cours le 18 mai, alors que pour les maternelles de Mariette Bernude, il faudra attendre le 25 mai prochain. Une solution impossible pour les parents d'élèves. Ça ne convient pas aux parents, les parents sont inquiets. Les parents sont inquiets vu que l'école n'est pas en état, ils risquent d'avoir un effondrement. Ils nous ont dit que c'est sécurisé, on ne sait pas, on n'a pas de rapport. En tant que représentant de parents d'élèves, on a demandé des rapports d'expertise pour que nous puissions avoir des réponses plus concrètes, qu'on n'ait pas des paroles transportées de personne à personne qui arrivent et qui n'ont pas de fondement. Parce que depuis des années on attend, nous tournons, comme on dit ici, en bourrique et on n'a rien de concret. Il a fallu qu'il y ait un dysfonctionnement, une dalle, je ne sais trop quoi, qui tombe et qu'on se rend compte que les élèves sont en danger. Mais la façade extérieure de l'école a des filets, ça fait des années que ce filet-là est là et que ça ne pose pas de problème. Mon fils a fait toute sa scolarité en maternelle, ça n'a jamais posé de soucis. Il y a des rapports qui ont été faits, des rapports sur des rapports. Et là, il a fallu qu'on nous prévienne la veille pour le lendemain. On est dans l'incertitude exacte. Il y a des parents qui travaillent. On ne peut pas aller travailler parce qu'on n'a pas de moyens de garde pour pouvoir garder nos enfants puisque les vacances sont terminées, les petites vacances scolaires sont terminées. Une réunion a été proposée entre la mairie, le rectorat et l'association des parents d'élèves pour trouver d'autres solutions. Les deux écoles devraient être réhabilitées au mois de juillet prochain. 5e jour de grève pour la société de transport aérien Air Guyane. Les employés de la compagnie dénoncent depuis ce jeudi plusieurs conditions de travail difficiles et le manque de possibilités d'avancer de leur carrière. Je rappelle que pendant que nous sommes en grève, il y a un pilote gréviste qui revient de formation pour être commandant de bord. Je rappelle qu'il y a 2 pilotes guyanais, en fait, qui sont des Antillais, qui sont là depuis 8 ans, qui sont prévus de partir faire de l'ATR en fin d'année, et ça a été acté, et c'est noir sur blanc. Donc je répète que l'ampleur de ce mouvement qui bloque le service public guyanais n'est pas, à mon sens, justifiée en ces termes-là, puisqu'il n'y a pas de problème ici. Alors qu'il y ait des perceptions de problèmes aux Antilles, mais qu'on en discute. Seuls 3 vols sur 5 de la compagnie ont décollé de l'aéroport Félix-Éboué depuis jeudi, quasiment aucun ce week-end. Le mouvement de grève des salariés d'Air Guyane Express aujourd'hui a des répercussions sur la rentrée scolaire des élèves des communes du fleuve. Nous avons un seul équipage antillais qui est venu avec un twin qui était venu renforcer la rentrée scolaire et qui lui fait ses vols, mais malheureusement l'avion ne peut faire que ce qu'il peut faire, c'est-à-dire qu'il ne peut faire que 3 vols par jour. Il a assuré tant bien que mal la rentrée scolaire sur le fleuve en faisant des navettes entre Grand-Santi, Saint-Laurent et Maripasoula-Saint-Laurent. Il nous reste encore quelques élèves à rapatrier de Maripasoula et qui avaient des examens aujourd'hui. La situation n'est pas bonne parce qu'avec un seul avion, nous ne pourrons pas aller bien loin.
Prévue pour s'achever le 17 mai à 23h59, la grève n'a pour le moment pas trouvé de solution de sortie, la direction et les employés n'ayant pas réussi à trouver un terrain d'entente. Les hautes autorités militaires de Guyane, du Brésil et du Suriname se sont réunies la semaine dernière à Saint-Georges. Un point d'étape sur l'opération Tavara contre l'orpaillage illégal. Cette opération planifiée au mois de février a commencé début avril. Elle vise à stopper les flux logistiques illégaux entre la Guyane et les pays limitrophes. L'axe que le préfet nous a donné, c'est vraiment de diminuer considérablement les flux logistiques et les flux en personnel. Donc clairement, les flux logistiques viennent du Brésil. Donc pour agir efficacement contre ces flux logistiques, il faut agir à la source. Et donc le travail avec les Brésiliens était indispensable. Jusqu'à présent, on travaillait lorsque les flux logistiques arrivaient en Guyane. Là, on travaille vraiment en amont pour vraiment empêcher le matériel de partir de Villa-Brasil, d'Oiapoque, enfin de toutes les villes frontalières sur l'Oyapock de la Guyane. L'objectif de cette rencontre était également de resserrer les liens de coopération entre l'armée en Guyane et celle des deux pays voisins. Une collaboration qui aura permis de détruire notamment 92 carbets, 2 motopompes et 4 pirogues, des dispositifs servant à l'exploitation illégale de l'or. Prochaine étape de l'opération, le fleuve Oyapock. Les flux logistiques, effectivement, on les arrête. On les arrête sur l'Oyapock. C'est pour ça qu'on a mis un barrage commun avec les forces armées au Brésil et on a travaillé non seulement avec la gendarmerie mais avec la PAF et la douane pour bloquer tout le flux logistique qui remonte et qui va éventuellement vers la mer, quoi, hein. Donc on a lutté contre ces flux logistiques sur le fleuve Oyapock, mais on a également travaillé avec nos camarades brésiliens pour laisser créer des sortes de NAS, si vous voulez, laisser rentrer les flux logistiques et les coincer sur le territoire guyanais. La mise en place de contrôles fluviaux devrait permettre de stopper la circulation des moyens logistiques des orpailleurs illégaux. Depuis l'an dernier, des opérations comme celle-ci ont permis de réduire de 30% les sites illégaux. Ronflement des moteurs et dernière recommandation. La 4e édition du Run Car 973 s'est déroulée hier. Un rendez-vous annuel pour les passionnés de courses de vitesse. Le temps d'une journée, ils ont pu pousser leur grosse cylindrée le long de la route de Baduel. On réalise particulièrement la première édition de l'année 2015. Donc nous avons pour le moment un peu moins d'une trentaine, donc 29 concurrents qui ont réalisé ce matin les 3 montées de qualification. Donc là nous sommes à l'heure de la pause. Nous allons faire la répartition donc, de ces concurrents. Et cet après-midi, d'ici 13h, 13h30, nous allons repartir avec les éliminatoires. Place maintenant à la course. Les pilotes se lancent à pleine vitesse sur cette piste de 200 mètres. Une compétition qui permet de faire monter l'adrénaline. L'événement séduit toujours. La course s'est bien passée, la voiture elle a bien tourné, elle a été performante. Et moi j'ai pu assurer au niveau pilotage parce que bon d'habitude c'est pas évident parce qu'il faut avoir la tête sur les épaules pour pouvoir prendre de bons départs. L'objectif de cette compétition sponsorisée par la communauté d'agglomération du centre littoral est simple, encourager l'encadrement de ce type de course qui s'effectue souvent de manière illégale et sauvage. De retour sur le plateau du journal avec notre invité Roland Valère. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. 15 ans que vous vous battez pour récupérer votre terrain. Sur ce terrain, il y a l'usine que tout le monde connaît maintenant, l'usine d'Ilo, gérée par Bernard Lama. Alors, il y a des nouveautés. C'est pour ça qu'on parlait de rebondissement sur cette affaire. Demande d'acte d'audition. 11 personnes seront auditionnées, dont Bernard Lama, et peut-être l'ancien président de la République. On va y revenir. Pour les téléspectateurs qui nous regardent ce soir, vous réclamez votre terrain. L'usine d'Ilo a été construite sur votre terrain. Pourquoi? Comment est-ce possible? Parce qu'il y a eu avec l'administration une grosse magouille.
Vous ne mâchez pas vos mots, les choses sont claires. Oui, une très grosse magouille. D'accord. L'État m'a écarté de ce terrain en inventant un nom. Lalanne Gustave, un Parisien demeurant à Paris. Alors brusquement, en 1989, on m'a dit qu'une partie de mes terres appartenait à la famille Lalanne. Donc, 89 ou 99? En 1989. 89, très oui. bien. Ces gens-là m'ont montré de fausses matrices avec le nom Lalanne sur les matrices. Donc, c'était pot de fer contre pot de terre, puisque c'était l'administration qui me montrait de faux papiers. Je n'avais aucun contrôle. Donc... Pourquoi, d'après vous, déjà, d'entrée de jeu, il y avait déjà l'ambition de faire quelque chose de ce terrain? Si, puisqu'il y a eu d'abord des tentatives. Il y a eu déjà deux tentatives. D'accord. Une première tentative, l'administration m'a carrément supprimé 270 hectares. Ça n'a pas marché. Et la deuxième tentative, ça a été chez un notaire. Le notaire m'avait fait signer à mon insu, ma femme et moi, un désistement de 270 hectares. Mon père s'en est rendu compte quand il a été signé justement le prêt que j'avais fait. Et c'est lui qui m'avait informé que j'avais signé un désistement de 270 hectares au profit des services fiscaux. Donc ça a été la deuxième tentative. Et la troisième tentative, ça a été avec la famille Lalanne. Donc je me suis dit, bon, une fois, deux fois, trois fois, mais cette fois-ci on me montrait des documents, des matrices portant le nom Lalanne, en 1989. Vous citez, alors vous avez des mots très durs, vous me direz depuis 15 ans, j'imagine que vous n'êtes plus tendre avec l'administration, détournement de foncier en bonne organisée. Les choses, vous ne mâchez pas vos mots. Non, les choses sont claires avec moi, parce que je n'ai pas eu affaire avec une personne, j'ai eu affaire avec plusieurs chefs de service, donc plusieurs préfets, plusieurs directeurs de services fiscaux, et c'est pour cela que j'emploie le mot en bonne organisée. Lorsque ce terrain, qu'est-ce que vous voulez en faire? Il y a maintenant une usine que tout le monde connaît. Il y a des projets. Est-ce que ce sont des projets qui ont plu justement à l'administration? Et est-ce qu'il n'y avait pas moyen de s'arranger? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez vu vous-même en direct Bernard Lama pour trouver un accord ou niet, vous voulez récupérer vos terrains? Alors, donc ce projet d'usine, c'était mon projet. Au départ, j'avais l'intention de monter une usine d'eau. Et c'est pour cela que j'ai construit 15 hectares de bassin, pour alimenter la nappe phréatique qui se trouve sur mes terres. Parce que j'avais l'intention de monter une usine avec feu Jean-Pierre Prévost, qui est décédé. Donc j'ai des documents signés de sa main. Donc ces 15 hectares qui alimentent la nappe phréatique, c'est un projet qu'on m'a volé, ainsi que mes terres. Mais Bernard Lama, je l'ai vu à Paris quand j'ai été informé, puisque c'est lui qui a cherché à prendre contact avec moi. Je me suis déplacé puisqu'il ne pouvait pas, puisqu'il jouait au football au PSG. À l'époque, oui. À l'époque, oui. Donc fin 1999, je me suis rendu à Paris et j'ai dit, écoute-moi Bernard, nous sommes des adultes, il faut qu'on s'entende. Alors tu me mets dans ta société, j'attends sa réponse jusqu'à l'heure actuelle. D'accord, donc vous avez cherché un arrangement. J'ai cherché un arrangement. Et je n'ai jamais trouvé d'arrangement avec M. Bernard Lama. D'accord, très bien. Voilà. Donc aujourd'hui, vous alors, récupérez aujourd'hui, que je ne peux rien savoir, maintenant, il doit quitter mes terres. Alors, vous imaginez toute la difficulté avec une usine qui a créé des emplois, avec une marque qui a tout son emblème guyanaise, on peut le dire, derrière. Quel ressenti vous avez, au-delà même du propriétaire que vous êtes sûrement? Est-ce que vous sentez quand même qu'il y a un poids sur vous, ce poids quelque part de cette marque qui est la marque Dilo? Très honnêtement. Alors là, monsieur Vernet, je vous dirais que ce n'est pas un problème. D'accord. Parce que ces gens-là, ils ont leur projet à Macoria. En 1999, ils avaient l'intention de monter une usine à Macoria, Bœuf Couronné. C'est-à-dire Capes Dolé et Bernard Lama. Donc j'ai proposé au juge. J'ai dit, c'est pas compliqué, il suffit de démonter cette usine et de la remonter à Macoria sur leur terre et appeler l'eau Dilo. Comme ça, ils ne perdent pas leurs clients. Aucune réponse. Aucune réponse de M. Lama et aucune réponse des juges qui devaient traiter cette affaire. Aujourd'hui, vous avez des avocats, j'ai presque envie de dire, depuis le temps, vous avez dû perdre beaucoup d'argent dans cette affaire en frais d'avocat. J'ai presque envie de vous demander, vous êtes riche, monsieur Valère, pour vous battre depuis 15 ans comme ça? Et effectivement, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Mais heureusement que mon père m'a laissé une petite cagnotte, ce qui me permet de faire face. Donc, je dépense de l'argent et je peux toujours faire face.
Aujourd'hui, officiellement, ce terrain, il appartient à qui? Quand je dis officiellement, il y a une usine sur le terrain. Qui a le droit de jouir de ce terrain? Est-ce que, si vous dites que c'est votre terrain, est-ce que vous avez le droit d'aller et venir quand bon vous semble? Je ne suis pas un provocateur. Il y a un acte qui a été rédigé au nom de la SNC Étoile Loc, une société de Bernard Nalma qui n'existe plus depuis le 1er août 2014. Ce que veut dire qu'à l'heure actuelle, je suis devant les tribunaux avec une société fantôme. Mais je ne perds pas espoir. Ce n'est pas parce que cette société n'existe pas que je ne vais pas revendiquer mon patrimoine. Alors, on parle effectivement d'actes d'audition. Sur la liste des personnes dont un juge demande l'audition, il y a beaucoup de noms et même certains préfets. Oui, il y a M. Lacroix. Il y a par exemple M. Lacroix, ex-préfet de Guyane. Et alors, tu as le préfet aussi de Martinique, puisqu'à l'époque, il était secrétaire général des affaires économiques. Au contraire, au lieu de freiner justement ce problème, il a demandé qu'on accélère la procédure d'acquisition de la société d'îlots pour récupérer mes terres. Alors c'est pour cela qu'il est devant la justice, parce que normalement, il aurait dû freiner et enquêter. Au lieu d'enquêter, au contraire, il dit accélérer la procédure. Et c'est pour cela qu'il est devant les tribunaux. Alors aujourd'hui, c'est quoi la suite à donner à cette affaire? 15 ans, j'imagine que vous voulez que ça aille vite. On imagine aussi que c'est difficile c'est ce que je vous disais tout à l'heure, difficile de stopper, même si vous me dites qu'ils peuvent détruire et reconstruire à Macouria, ce n'est pas non plus chose simple. J'imagine qu'il y a de l'eau qui doit passer du côté de Montignéry et qu'à Macouria, ça ne doit pas être la même chose. Ah non, vous qui êtes connaisseur, puisque c'est de l'eau que vous voulez faire aussi. Non, mais à Macouria, ils ont un site, ils ont une tête de forage. Il manque la construction de l'usine. C'est pour ça qu'ils ont abandonné justement leur projet momentanément pour venir s'installer chez moi. Et c'est pour cela que je demande qu'ils démontent cette usine et qu'ils la remontent à Macouria et appellent l'eau de Macouria d'îlot. Parce que ce que je veux préciser, à terme, cette société sera obligée de fermer les portes. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai 15 hectares de bassin. Comme j'ai expliqué aux parlementaires, ainsi que les magistrats qui sont en charge de ce dossier, que je ne vais pas quand même regarder ces 15 hectares de bassin sans les utiliser. Ça veut dire que si je mets des canards et des poissons dans les bassins, ils seront obligés de partir. Mais pour le moment, j'attends la fin de cette affaire en cassation et après je vais transformer mes bassins en aquaculture. Et là, ils seront obligés de partir, ces gens-là. C'est pour ça que je dis à terme, la société d'îlots sera obligée de quitter mes terres. Pour une fois que quelque chose fonctionne dans le pays, ça fait bizarre quand même. Alors, non, même si je ne pourrais jamais me permettre de vous dire de telles choses, j'avais envie quand même de vous le dire à travers, c'est la question que je vous posais tout à l'heure, à travers le ressenti de la population guyanaise. Alors vous nous dites effectivement, ce n'est pas un souci, ça allait quand même un petit peu, non? Souci pour qui? Pour eux, pas pour moi. Non, oui, bien sûr. Non, enfin, vous voulez récupérer vos terres. Ah, je vais récupérer mes terres. Parce que, comme je vous le dis, étant donné que tous ces magouilles que j'ai subies, je vais mettre le haut là. Parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent, et je dis bien à terme, après la cassation, si je ne récupère pas mes terres, je vais transformer ces 15 hectares de bassins qui alimentent la nappe phréatique, parce que mes 15 bassins alimentent la nappe phréatique, où justement la société d'eau est en train de pomper. Il y aura des poissons. Je vais transformer quelques bassins en élevage de canards. On ne pourra pas m'empêcher de faire un élevage de canards chez moi, ni un élevage de poissons. Parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour faire ces bassins. Il n'y a plus moyen de rentrer en négociation, c'est terminé. Ah, mais c'est eux qui doivent s'approcher de moi. Ça veut dire que s'ils continuent à faire le malin, je ne changerai pas justement mon fusil d'épaule. D'accord, très bien. Aujourd'hui, ça sera ma dernière question. Oui. Qui vous soutient d'un point de vue de la justice? Je ne parle pas de la famille, des amis, j'imagine que vous en avez. Qui vous soutient, à part vos 2 avocats? Puisque apparemment... J'ai une bonne partie de la population de Guyane, une bonne partie, qui me conseille de ne pas laisser tomber. D'accord. Voilà. Affaire à suivre donc? Affaire à suivre, M. Vernet. Merci Roland Valère d'être passé sur le plateau, d'avoir eu le courage quand même de citer quelques noms quand même sur cette affaire. Une affaire qui est loin d'être terminée, l'affaire de l'usine avec Roland Valère. Il réclame ses terres depuis 15 ans.
Nous allons suivre ça de très très près, bien sûr, avec la rédaction d'ATG. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir pour se donner rendez-vous demain. Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Merci beaucoup, M. Vernet, d'avoir invité à l'antenne. Avec plaisir. Ouais. Dans quelques instants, le journal de TF1 suivi de Dom Laquezotte avec Dominique Nugent. Passez une excellente soirée sur ATG. À demain.